Un pays qui a vu plus de 2 millions de ses habitants fuir la violence découvre pourtant, dans ses régions les plus meurtries, des marchés qui recommencent à bourdonner. Ce contraste entre des cartes autrefois redessinées par la peur et des villages où l'eau coule à nouveau, mais au défi les grilles de lecture habituelles posées sur le Burkina Faso. Pour un spectateur lointain, que signifie vraiment ce retournement silencieux porté par Ibrahim Traoré pour comprendre la sécurité, la dignité et l'aide internationale? Peut-être que le vrai indicateur n'est plus le nombre de soldats, mais le nombre de familles qui rentrent. Le récit qui s'ouvre ici promet de dévoiler non pas un miracle soudain, mais une transformation patiente née de villages où l'on croyait tout perdu depuis longtemps. La promesse centrale, offrir une compréhension claire et utile de ce qui change réellement dans le nord du Burkina Faso, repose sur un principe simple: montrer comment la sécurité, la terre et la dignité se recomposent ensemble. Ce voyage est important parce qu'il s'attaque à une confusion répandue. On parle souvent du pays à travers des clichés de guerre ou de géopolitique, alors que les habitants parlent d'eau de puits, de routes praticables, de champs qui reverdissent. Et c'est ici que surgit la tension majeure. Comment un territoire qui a vu ses écoles brûler, ses marchés s'effondrer et ses familles fuir peut-il maintenant redevenir habitable? Cette question n'est pas théorique. Elle conditionne la survie, le retour et l'avenir économique d'un peuple qui a vécu au rythme des attaques et du silence. Un détail, pourtant discret dans les récits extérieurs, change tout. L'espoir ne vient plus de l'aide, mais du travail redevenu possible. Deux éléments souvent ignorés transforment pourtant la compréhension du Burkina Faso. Plus d'1 million de déplacés sont déjà rentrés et 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour rouvrir les routes. Ces deux données, placées en tête, révèlent une réalité beaucoup plus structurée qu'on ne l'admet généralement dans les analyses extérieures. À partir de là, la trame de fond s'éclaire. Pendant des années, le pays a été façonné par l'absence de sécurité, d'écoles, de marchés, d'espoir même. Les attaques liées à Al-Qaïda et à l'État islamique ont vidé des villages entiers, transformant des régions vivantes en zones fantômes où chaque déplacement était un risque mortel. Plus de 2 millions de personnes ont fui, les routes sont devenues des pièges et les communautés ont été brisées par la peur. La carte du Burkina Faso elle-même a été redessinée, non par la politique, mais par l'insécurité. C'est dans ce vide que quelque chose d'inattendu a commencé à émerger. Non pas un changement spectaculaire, mais une recomposition discrète. Des puits restaurés, des marchés rouverts, des enfants qui rient là où seuls les coups de feu résonnaient. Cette transformation ne vient pas d'un plan théorique, mais de la terre elle-même. Elle s'appuie sur une conviction simple portée par Ibrahim Traoré. La paix se plante, elle ne se déclare pas. Après les opérations militaires, des unités policières et des brigades de proximité restent sur place, reconstruisent de la confiance, apaisent les conflits locaux et consolident les victoires fragiles. Peu à peu, ce contrôle humain du terrain, comme le décrivent les Burkinabés, s'impose comme un principe directeur. Ce n'est pas une question de drapeau, mais une femme allant au puits, sans escorte armée. Ce n'est pas un slogan, mais un enseignant rouvrant une classe sous un arbre. Ces signes modestes réorganisent silencieusement la vie quotidienne. La question soulevée au début commence ici à se refermer. Si le pays renverse réellement la dynamique de la peur, alors les chiffres de l'exode et ceux du retour ne racontent plus la même histoire. Ils marquent un basculement. Pour saisir ce qui se joue réellement dans cette transformation, il faut s'attarder sur les premiers visages qui ont ressenti le changement. Non pas des responsables politiques, mais des habitants revenus dans des villages où chaque pas rappelait la guerre. Ces guides involontaires montrent comment les décisions prises au sommet se traduisent dans la poussière du Sahel, à hauteur d'homme. Le premier cas vient d'un carrefour autrefois tenu par des groupes armés. Là, un villageois explique simplement préférer voir un soldat
qu'un tireur embusqué dans son champ. Rien d'héroïque, juste une phrase qui résume la bascule. La peur recule, et la routine. Aller au champ, ramener de l'eau, amener un enfant à l'école, redevient possible. Cette normalité, presque banale, était impensable quelques années plus tôt. Un second cas s'observe dans des marchés comme ceux de Barcelogo ou Gabou, où les étals brûlés ont retrouvé des voies. Les femmes sfirient, y vendent à nouveau du mil. Les réparateurs de motos travaillent sous des toits restaurés. Et les enfants marchent vers la classe, au lieu de suivre leurs parents dans l'exil. Cette scène quotidienne n'a rien de spectaculaire, mais elle constitue l'indice le plus solide d'un début de stabilité. Les familles cessent de descendre vers le sud et rentrent enfin. Au cœur de ces récits se dessine un principe que les analyses lointaines oublient souvent. La sécurité se mesure d'abord dans la vie ordinaire. Avant 2022, les routes du Nord n'ont été que pièges. Après 2022, elles redeviennent celles des corridors où l'on peut enfin marcher. Cette bascule, simple en apparence, constitue pourtant le fil directeur de toute la séquence d'événements qui suit. Un enchaînement précis. Quiche Huat, Cao Trao, Duchamp. Tout commence lorsque les autorités comprennent qu'aucun champ, aucun puits, aucune école ne pourra revivre sans un minimum de sécurité. Ibrahim Traoré le dit sans détour. Sans sécurité, aucune graine ne poussera. Ce principe déclenche la première phase, la création de bataillons d'intervention rapide. Ces unités légères, mobiles, formées pour reprendre les territoires bloc par bloc, ouvrent les premières brèches. Leur mission n'est pas la conquête, mais la survie. Rouvrir les routes, dégager les villages, permettre le passage humanitaire. D'un point à l'autre, les checkpoints tenus par des bandits sont remplacés par des patrouilles permettant aux enfants de rejoindre l'école. Dans la poussière, cette première étincelle modifie l'équation. L'État revient physiquement. Après la reprise d'une zone, un autre mouvement prend le relais. Cette fois, ce n'est plus l'armée qui avance, mais des unités de police mobile et de gendarmerie qui restent. Elles ne gagnent pas, elles s'installent. Elles arbitrent les conflits, accompagnent les aînés, surveillent les communautés encore hantées par des années de violence. Là où les forces rapides frappent, ces équipes transforment la victoire en présence durable. C'est l'étape décisive, la consolidation. Les habitants commencent à distinguer la différence entre une opération ponctuelle et un retour stable. Les marchés s'ouvrent, les enseignants reprennent leurs tableaux, les familles reviennent dans leurs maisons. Cette montée en intensité culmine quand plusieurs localités, Barcelogo, Gabou, Boulay du Mouhoun, témoignent du même phénomène. Le commerce reprend, les moteurs de moto résonnent, les chèvres saignent, les enfants rient, le silence imposé par la guerre se fissure. Mais chaque transformation durable laisse une onde résiduelle. Celle-ci prend la forme d'un mouvement collectif. La foi que l'État n'a pas abandonné son peuple. L'effet retentit quand plus d'1 million de déplacés rentrent chez eux. Les médias extérieurs parlent encore de militarisation. Mais les habitants parlent d'eau qui coule à nouveau, de champs qu'on peut labourer, de chemins où l'on marche sans payer un chef de guerre. L'onde s'étend jusqu'aux frontières instables du Mali et du Niger. Les attaques existent encore, mais la dynamique ne ressemble plus à celle d'hier. Le terrain n'est plus seulement disputé, il est repris humainement. L'idée même de contrôle humain du terrain devient le vocabulaire courant pour décrire ce passage d'un chaos dispersé vers une stabilité fragile mais réelle. Et lorsque la poussière retombe, une certitude apparaît. Ce n'est pas la force qui a tout changé, c'est la permanence. Le point de bascule se lit mieux lorsqu'on examine les évolutions concrètes et mesurables plutôt que les impressions. Le premier indicateur, celui qui traduit le passage du chaos vers une forme de reprise, tient dans un chiffre massif. Plus d'1 million de déplacés sont rentrés chez eux. Cette donnée, posée comme baseline, s'écarte fortement du pic d'exode qui dépassait les 2 millions quelques années plus tôt. Le delta est clair.
Le mouvement humain n'est plus centrifuge, il devient centripète. Ici, la variation raconte une réalité simple. Les familles ne rentrent pas dans un lieu encore mortel. Elles rentrent parce que certaines conditions minimales sont revenues. Ce retour est une validation silencieuse, mais lourde de sens. Il témoigne non pas d'une paix totale, mais d'une sécurité suffisante pour réhabiter une terre qui avait été abandonnée. Le deuxième indicateur concerne l'appareil de sécurité lui-même. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés dans les régions du nord et du centre. La baseline était un territoire fragmenté, parcouru par des milices qui tenaient des routes, interceptaient des bus, brûlaient des marchés. Le delta se lie dans la transformation des couloirs de déplacement. Là où se trouvaient des checkpoints criminels, il existe désormais des patrouilles dont la fonction principale n'est pas la guerre, mais l'ouverture. Ces bataillons ont rendu praticables des routes où l'on ne circulait qu'au péril de sa vie. En chiffres, cette présence redessine le terrain. En pratique, elle modifie les gestes quotidiens. Conduire une moto au marché, envoyer un enfant à l'école, rentrer tard d'un champ sans craindre une embuscade. Le nombre n'est pas abstrait. Il structure l'expérience. Le troisième indicateur se trouve dans l'agropastoral, un domaine longtemps paralysé. Le gouvernement a lancé une stratégie nationale soutenue par près d'1 milliard de dollars d'investissement. La baseline était un pays dépendant des cargaisons de céréales venues de ports lointains, avec des champs abandonnés, des puits détruits, des récoltes impossibles. Le delta s'observe dans la réorganisation interne du système alimentaire. Les canaux d'irrigation sont reconstruits. Les puits coulent. Les agriculteurs reçoivent cet outil et semences. Surtout, l'achat direct des produits locaux par les programmes alimentaires remplace les importations. L'impact se mesure dans les marchés. Des sacs de 1000 locaux remplissent les étals. Les femmes gèrent des coopératives. Et les jeunes, autrefois dispersés ou déplacés, cultivent la terre de nouveau. L'investissement n'a pas créé un miracle. Il a fait renaître un cycle. Ces 3 chiffres, 1 million de retours, 28 bataillons, 1 milliard réinvestis, révèlent une trajectoire structurelle. Ils décrivent un passage d'un pays défini par l'absence vers un pays en reconstruction matérielle et humaine. Ils montrent un système où la sécurité ouvre le terrain, où les institutions civiles stabilisent et où l'économie rurale reprend. Ils ne gomment pas les risques, mais ils dessinent une cohérence que peu d'observateurs extérieurs perçoivent. Pour comprendre lucidement la situation du Burkina Faso, il faut d'abord présenter avec honnêteté les 2 arguments majeurs avancés par les critiques étrangers. Le premier soutient que la stratégie du pays serait une militarisation excessive. Les observateurs extérieurs, habitués aux indicateurs électoraux ou institutionnels, voient principalement les uniformes, les bataillons, les opérations rapides. Ils rappellent que les élections sont suspendues, que la région du Sahel demeure instable et que la présence accrue de forces de sécurité pourrait, selon eux, masquer une dérive autoritaire. Cette lecture s'appuie sur une inquiétude réelle. Dans d'autres contextes, des réponses sécuritaires ont parfois glissé vers des modèles coercitifs. L'argument, posé ainsi, mérite d'être entendu. Le second argument, tout aussi répandu, reproche au gouvernement une forme d'isolationnisme. Selon cette perspective, réorganiser le système alimentaire, relancer les troupeaux ou réduire la dépendance aux cargaisons étrangères reviendrait à s'éloigner de l'aide internationale. Certains commentateurs parlent même de nationalisme économique, craignant que réduire le rôle des donateurs fragilise les alliances ou mette en péril les capacités logistiques du pays. Pour eux, construire la souveraineté alimentaire pourrait équivaloir à se couper de partenaires essentiels dans une région déjà sous tension. Une fois ces 2 positions correctement formulées, il devient possible d'examiner la réponse, qui s'enracine dans les faits mentionnés par les habitants et observés sur le terrain. Dans le nord comme dans le centre, les familles ne décrivent pas une militarisation, mais des routes rouvertes, des puits qui coulent, des écoles réactivées, des marchés qui revivent. La présence sécuritaire est perçue non comme un symbole politique, mais comme la seule condition permettant le retour.
Quant à l'accusation d'isolationnisme, elle se heurte à la réalité agricole rapportée dans les villages. Produire localement n'est pas un repli, mais une nécessité née d'années où la nourriture elle-même était taxée par des groupes armés. La critique se heurte donc à un contexte que les habitants formulent avec clarté. Ils ne demandent pas moins de partenaires. Ils demandent que leurs terres recommencent à nourrir leur famille. Un pivot silencieux émerge. Au milieu de cette trajectoire, une révélation discrète change la lecture générale. Une fois les armes calmées, une autre forme de bataille s'est ouverte, menée non pas avec des balles, mais avec des graines, des puits et des chèvres. Ce déplacement du centre de gravité, de la sécurité vers la survie économique, éclaire la logique profonde de l'action menée depuis 2022. Les habitants qui avaient vécu de rations retrouvent la terre, et les villages qui attendaient l'aide extérieure recommencent au bout à produire eux-mêmes. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici sous un angle différent. Son message n'est pas celui d'un homme qui promet depuis une tribune, mais d'un dirigeant qui mise sur la capacité des communautés à se relever par leur propre travail. La stratégie agropastorale, avec ses secteurs relancés, ses puits réparés, ses outils distribués, n'est pas un supplément, c'est le cœur du redressement. Dans les écoles où l'on sert désormais du mil local, dans les marchés où le bétail revient, dans les coopératives tenues par des femmes qui autrefois faisaient la queue pour l'aide alimentaire, une autre forme d'indépendance se tisse. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est durable. Les effets visibles du basculement burkinabé se déplient en 4 cercles d'impact. Chacun raconte, à sa manière, comment une stratégie mêlant sécurité, retour à la terre et réorganisation locale transforme lentement les conditions de vie. Les conséquences ne se lisent pas dans de grandes annonces, mais dans des gestes quotidiens revenus après des années d'impossibilité. Dans les villages du Nord, le premier changement se voit dans l'eau. Là où les puits avaient été détruits ou empoisonnés, l'eau coule de nouveau. Une mère peut marcher pour remplir un seau sans escorte, ce qui, pour elle, équivaut à une forme de liberté reconquise. Les enfants, qui transportaient jadis des jerrycans, prennent maintenant le chemin de l'école avec des livres. Les familles ne descendent plus vers le sud. Elles reviennent, parfois après des années d'exil. Le rire des enfants dans les marchés rouverts remplace le silence qu'imposaient les attaques. Pour ceux qui vivent là, la sécurité n'est pas un débat, c'est la possibilité de vivre. Le redémarrage des activités quotidiennes constitue un marqueur clair. Dans des localités comme Barcelogo, Gabou ou Boulet du Mouhun, les marchés autrefois brûlés vibrent à nouveau. Les réparateurs de motos, les vendeuses de mil, les petits commerçants travaillent sous des toits reconstruits. Les troupeaux reviennent. Les agriculteurs, soutenus par des outils, des semences et des canaux d'irrigation réhabilités, récoltent enfin ce que la sécheresse et les conflits avaient effacé. L'achat direct de produits locaux pour les cantines scolaires crée une chaîne économique fermée dans laquelle l'argent reste au village. Le revenu n'est pas spectaculaire, mais il est stable. Pour les rapatriés, la dignité renaît par étapes. Le RSU les réinscrit dans un système qui les reconnaît. Le programme de transfert ciblé donne aux veuves et aux jeunes déplacés l'occasion de racheter une chèvre, de réparer un toit ou de rouvrir une petite activité. Les kits d'élevage, un mâle et 2 chèvres, ou parfois un couple bovin, fournissent un capital vivant. Pour les femmes, notamment celles qui dirigeaient les files d'attente d'aide alimentaire, la création de coopératives change radicalement la dynamique. Elles produisent, vendent, organisent. Le retour cesse d'être une survie et devient un recommencement. Sur le plan régional, les frontières avec le Mali et le Niger restent instables, mais la dynamique interne n'est plus la même. Les routes contrôlées par les groupes armés reculent, et la présence de patrouilles transforme les déplacements. Les projets d'infrastructure, comme la future installation de transformation de viande à Bobo Dioulasso, annonçant une réinsertion du pays dans les circuits économiques. Le froid industriel, l'inspection, l'emballage,
Tout cela prépare une économie qui exporte plutôt qu'elle ne subit. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette stabilisation n'est pas idéologique, elle est fonctionnelle. Pour envisager la trajectoire des prochains mois, il faut s'appuyer strictement sur les dynamiques déjà observables. Sécurité progressive, retour des déplacés, réorganisation de l'agriculture, montée des coopératives et consolidation institutionnelle à travers les systèmes RSU, PAMF et RAMU. À partir de ces tendances, 3 scénarios cohérents, ni prédiction ni extrapolation hasardeuse, peuvent être établis. Dans cette hypothèse, les dynamiques actuelles poursuivent leur rythme lent mais stable. Les patrouilles sécurisent progressivement des zones supplémentaires, ce qui permet à davantage de rapatriés de s'inscrire dans les systèmes sociaux et de relancer leurs activités économiques. Les coopératives féminines renforcent leur solidité. Les marchés locaux gagnent en volume. Les programmes d'achat alimentaire local continuent de réduire la dépendance aux importations. Les défis demeurent. Climat, infrastructures fragiles, attaques résiduelles. Mais ils ne renversent pas la tendance. Ici, la résilience progresse par petites couches, sans bouleversement majeur. Le meilleur cas repose sur un double mouvement. D'une part, les retours augmentent plus vite que prévu. Et d'autre part, les programmes agricoles et pastoraux produisent une amélioration notable de la production locale. Les bandes armées, affaiblies par le contrôle humain du terrain, perdent leur capacité à perturber les routes secondaires. Les coopératives villageoises, portées par un système d'achat direct stable, génèrent un tissu économique suffisamment dense pour absorber les nouveaux arrivants. L'infrastructure de transformation de viande, une fois opérationnelle, crée un noyau économique qui structure toute la région. La stabilité n'est pas totale, mais elle devient auto-entretenue. Le pire cas ne vient pas d'un effondrement soudain, mais d'un cumul. Saison sèche sévère, attaques ponctuelles sur les axes du Nord, retard dans les projets d'eau ou d'irrigation, ou encore tensions logistiques. Dans ce scénario, les retours ralentissent ces ménages. Les ménages vulnérables dépendent davantage des transferts du PAMSNF et les coopératives doivent maintenir l'activité malgré les conditions défavorables. Il ne s'agit pas d'un retour au chaos, mais d'un frein brutal dans l'élan actuel. La structure résiste, mais avance moins vite. À ce stade du récit, l'enjeu dépasse la seule trajectoire du Burkina Faso. Il touche directement la manière dont chacun, spectateur, citoyen, travailleur, parent, comprend la résilience, la sécurité et la dignité. 3 angles d'identification permettent de saisir pourquoi cette histoire résonne bien au-delà du Sahel. A. Pour ceux qui cherchent à comprendre comment une communauté se relève, l'expérience burkinabé montre que la reconstruction n'est pas une abstraction institutionnelle. Elle se mesure dans l'eau propre qu'une mère puise sans crainte, dans l'enfant qui ouvre un cahier au lieu de remplir un jerrycan, dans les familles qui reviennent, non par optimisme mais par constat. La vie est de nouveau possible. Pour quelqu'un qui observe de loin, ces images ne sont pas exotiques. Elles rappellent que la sécurité commence toujours dans les gestes les plus quotidiens. B. Pour ceux qui travaillent, entreprennent ou veulent savoir comment une économie renaît. Le retour du marché, même modeste, raconte une vérité universelle. Dès que les routes sont sûres et que la terre recommence à produire, les économies locales reprennent. Ce n'est pas propre au Burkina Faso. C'est une règle humaine. Les réparateurs, les vendeuses, les cultivateurs créent un tissu économique avant même que les grands projets ne s'installent. Cela parle à tous ceux qui croient qu'un pays se reconstruit par la base. C. Pour ceux qui s'interrogent sur leur propre communauté. L'histoire burkinabé renvoie une question simple. Que devient un territoire quand les habitants cessent d'attendre la pitié et réclament seulement la possibilité de travailler? Ce renversement n'est pas lointain. Il interroge chacun sur le rôle du collectif, sur la valeur du terrain, sur la force des gestes simples pour refaire société. Pour comprendre comment la dynamique actuelle peut se consolider,
il faut observer les fondations déjà posées sur le terrain et les traduire en une feuille de route praticable. Ici, l'objectif n'est pas d'ajouter des éléments nouveaux, mais d'organiser ce qui existe déjà. Sécurité, systèmes sociaux, agriculture, retour des déplacés, en un enchaînement cohérent. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce cadre peut se lire à travers quatre étapes, chacune portée par des acteurs identifiés et mesurables par des indicateurs concrets. AI, unité rapide plus police mobile, plus gendarmerie, Lamzi, sécuriser route, marché, puis école, Hinao, immédiatement, en continu. Dobangji, nombre de localités où les patrouilles remplacent les checkpoints criminels. Retour progressif des familles. AI, administration locale, plus services sociaux. Lamzi, enregistrer chaque famille revenue. Garantir une identité fonctionnelle. Hinao, à chaque vague de retour. Dobangji, proportion de ménages inscrits, absence de doublons, accès fluidifié au programme de soutien. AI, collectivités, agents sociaux, coopératives. Lamzi, transfert ciblé, redémarrage des micro-activités, appui aux ménages vulnérables. Hinao, dès l'installation dans le village. Dobangji, nombre d'activités rouvertes, autonomie de base retrouvée, réduction de la dépendance alimentaire. AI, clinique, infirmier, structure locale. Lamzi, garantir soins essentiels, médicaments, accès sans ruine financière. Kinao, dès les premiers mois de réinstallation. Dobangji, fréquentation des cliniques, prise en charge sans vente de bétail ou actifs essentiels. Dans les villages où les marchés renaissent, une scène revient sans cesse. Une femme avançant vers un puits ranimé. Le même motif silencieux que celui observé dans les micro-récits du début. Ce geste simple, presque anodin, devient le fil conducteur d'un pays qui réapprend à vivre. On retrouve dans ce mouvement lent, mesuré, tout ce que les analyses extérieures peinent à saisir. La transformation n'a jamais été un slogan, mais une succession de pas accomplis par des gens qui avaient tout perdu. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme une figure lointaine, mais comme l'homme qui a replacé ses gestes au centre. La marche vers l'eau, le retour au champ, l'ouverture d'une classe sous un arbre. Ce ne sont pas des symboles fabriqués, ce sont des preuves de vie. Et lorsque cette femme plonge son seau dans l'eau, elle ne célèbre pas un événement politique. Elle célèbre la possibilité retrouvée de nourrir son enfant, de rester sur sa terre, de ne plus être poussé plus loin par la peur. Dans ce simple mouvement se lie une vérité entière. C'est la normalité retrouvée qui guérit un pays, un geste à la fois. À ce moment du récit, une question douce mais essentielle se dépose. Que signifie, pour chacun de nous, voir un pays se reconstruire, non par spectacle mais par travail silencieux? Le Burkina Faso rappelle que la dignité ne se décrète pas, elle se pratique, dans l'eau tirée d'un puits, dans un marché qui rouvre, dans une école qui respire à nouveau. Rien de tout cela n'exige d'applaudissements, mais tout cela invite à regarder autrement les chemins de la résilience. Si cette histoire vous a retenu, même brièvement, c'est peut-être parce qu'elle touche à une part universelle, l'idée qu'un avenir tient parfois dans des gestes que personne ne filme. S'engager ici ne signifie pas prendre parti, mais accepter d'écouter davantage les voix qui vivent ce que d'autres analysent. Alors, si vous souhaitez continuer à explorer ces récits, à suivre ces trajectoires humaines, ou simplement à garder ouverte une fenêtre sur ce qui change loin des projecteurs, vous pouvez rester avec nous.